Fabienne Cotru, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne dans le service de médecine et de réanimation néonatale de l'hôpital Port-Royal qui accueille notamment des enfants prématurés. Avec vous, on va aborder les difficultés et les spécificités de la parentalité lors d'une naissance extrêmement prématurée. Mais pour commencer, je vous propose de retrouver Maxime. Il nous explique ce qu'il a ressenti juste avant la naissance de ses jumeaux, 3 mois avant le terme normal de la grossesse. Et on en reparle ensemble après. Le premier état, c'est un état de sidération. On n'arrive pas à réaliser que cette histoire qui devait durer 9 mois ne va en durer que 6, que potentiellement on ne sait pas si ces enfants vont vivre ou comment est-ce qu'ils seront plus grands, est-ce qu'ils auront des séquelles. Et puis le deuxième aspect, c'est de se dire que finalement la naissance ne va pas du tout être celle qu'on avait imaginée, c'est-à-dire prendre son enfant dans les bras et repartir avec lui sous le bras quelques jours après chez lui. Petit aparté après ce témoignage de Maxime, ce témoignage n'est qu'un exemple parmi des milliers de vécus différents. Les propos de Fabienne Cotru qui vont suivre ne se rapportent pas à ce papa en particulier, mais bien à ce qu'elle observe dans sa pratique en général. Ceci étant dit, je vous pose ma première question, Fabienne. On a entendu Maxime parler d'un choc, d'un état de sidération. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans le vécu des parents ? Oui, tout à fait. Lors d'une naissance à 6 mois de grossesse, véritablement, les parents sont plongés dans un sentiment d'irréalité, une véritable sidération, un blanc de pensée. Ils sont tout à coup projetés dans un monde inconnu et il est difficile pour eux de se raccrocher à quoi que ce soit. Il est encore plus violent ce choc si la prématurité elle est spontanée, si ça n'a pas été prévu ? Tout à fait, dans 60% des cas, finalement, cette naissance est spontanée, sans anticipation aucune. Et finalement, en même temps que cette naissance, survient le risque de handicap, de maladie, de mort, jusqu'à les faire basculer complètement dans un monde d'incertitude. Professeur Ansermet à Genève le dit très très bien. Tout va très très vite. Et finalement, ils sont pris dans la bourrasque émotionnelle sans pouvoir véritablement penser les événements. C'est quoi ? C'est une rencontre avec le réel traumatique ? Oui. Cette rencontre avec le réel fait véritablement effraction dans le psychisme et c'est identique aussi pour les soignants. Ils sont plongés dans un monde véritablement qu'ils ne pouvaient même pas imaginer une seconde. Et est-ce qu'il se pose aussi des questions sur la viabilité, c'est quoi les questions qui viennent un petit peu ? Oui, il y a des sentiments très ambivalents, les submergent. Est-ce que cet enfant est viable ? Est-ce qu'il sera normal quand il deviendra grand ? Et puis, il y a même des désirs inconscients de mort. On a aussi entendu ce père parler d'un bouleversement de ses représentations autour de la naissance. Il dit qu'il ne peut pas ramener son bébé chez lui. C'est aussi ça la prématurité, faire le deuil de certaines représentations ? Oui, Michel Soulet, psychiatre, disait qu'un bébé naît très tôt dans le psychisme d'un être humain, qu'il soit homme ou femme. Et là, dans le contexte d'une naissance prématurée, il y a beaucoup de deuil à faire. Le deuil du statut de femme enceinte, le deuil d'une naissance normale, le deuil de la fin de la grossesse et surtout le deuil d'un enfant parfait. Parce que cet enfant dont ils avaient rêvé, ses parents, il devait être parfait, inaltérable, combler tous leurs rêves. Et est-ce que ça, c'est difficile sur le plan aussi conjugal, familial, pour ses parents ? Oui, c'est très compliqué puisque finalement cette nouvelle mère ne peut pas du tout s'accorder le statut de mère satisfaisante sur le plan conjugal, familial, amical, social même. Et j'imagine que créer un lien avec son bébé quand on est dans cette situation de choc, c'est extrêmement difficile. En quoi consiste votre rôle à ce moment-là ? Alors, je me présente auprès des parents dans les heures, jours qui suivent la naissance. Et il s'agit véritablement d'une démarche proactive. On vient apporter un soin psychique à des personnes qui ne l'ont pas formulé, parce qu'en fait, ils sont incapables de formuler cette demande de soins. Et je propose à la mère de me raconter son accouchement, en véritablement me faire part de ses émotions, de son ressenti corporel. Et c'est une verbalisation qui est très difficile, puisque le drame de l'événement est encore très présent. Mais on observe un vécu d'impuissance, également des sentiments de perte de contrôle. Vivre un cauchemar, elles nous le disent très souvent.
Et ces mots, ça leur permet de sortir de leur sidération, Oui, c'est important de pouvoir mettre des mots, du langage sur le vécu, parce que ça permet de sortir de ce blanc de pensée et de commencer à mettre du sens sur cet événement. Et vous adressez aussi aux pères? Oui, oui, les pères ne doivent pas être oubliés parce que parfois ils peuvent avoir une peur pour leur conjointe, qui peut avoir été hospitalisée en réanimation adulte. Ils sont sentis souvent impuissants, démunis face à la situation. Après le choc de l'accouchement dont on vient de parler, il y a la rencontre entre les parents et leur bébé placé en réanimation. On va écouter Maxime et Marie qui se rappellent leur toute première vision. Ils faisaient tous les deux autour d'1 kilo, donc des troncs très décharnés. Ils avaient quasiment pas de fesses, des petites mains et des phalanges vraiment très 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 maigres. Il était microscopique dans sa couveuse. Enfin, ça faisait vraiment... il faisait 1 kilo, ça faisait la taille d'un petit rôti. Voilà, il faut passer les mains dans une boîte en plastique et puis s'approprier ce petit être qui est bardé de capteurs, qui a un gros respirateur sur le nez, qui a un bonnet, qui a parfois des lunettes parce qu'ils sont traités pour de la jaunisse. La relation physique est difficile à construire. Fabienne, j'imagine que cette première vision, ça peut être très déstabilisant pour certains parents. Oui, cette première vision du bébé dans la couveuse, ce bébé réel, est très 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 éloigné du bébé imaginé pendant la grossesse. De nombreux surnoms d'ailleurs sont donnés, crevette, ouistiti, rat, chaton. Et parfois, dans certaines situations, les parents, on le voit bien dans leur discours, éprouvent un sentiment d'inquiétante étrangeté, qui renvoie à quelque chose de non familier et qui confine à l'effroi, à la frayeur. Parce que le bébé ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient imaginé Oui, tout à fait. Certaines peuvent nous le dire, d'ailleurs, en dehors de la chambre du bébé, à quel point elles le trouvent monstrueux. Ah oui, ça va jusque... Oui. D'accord. Oui, oui. Et du coup, j'imagine que la rencontre à ce moment-là entre le parent et l'enfant, quand il y a des sentiments un peu comme ça, c'est à haut risque. Oui, oui, oui. C'est très difficile cette rencontre parce que, en fait, ils ont du mal à penser ce bébé, qui est leur bébé, comme étant un être humain. Et donc là, votre travail à ce moment-là, c'est toujours de verbaliser. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, il s'agit justement de pouvoir verbaliser cela. Ça les soulage beaucoup. Et on peut même leur dire que c'est assez normal de trouver ce bébé un petit peu monstrueux. C'est assez normal et ça les soulage beaucoup. On a aussi entendu de la bouche de ce papa que cette distance imposée par la couveuse et tous les dispositifs de réanimation, que tout ça, ça pouvait être un frein à l'établissement du lien. C'est quelque chose aussi que vous entendez souvent? Oui, quand les parents entrent dans le service plutôt, ils sont plongés vraiment dans un monde inconnu, très anxiogène, très sonore, hyper technique, qu'ils ne comprennent absolument pas. Et on le voit chez certains, ils restent attachés finalement aux indicateurs de surveillance de l'état de santé du bébé. Et on peut penser qu'ils développent même une économie de la perception, comme disait Michel de Musan, c'est-à-dire qu'ils sont happés finalement par ces écrans, tout le regard est porté sur ces écrans, l'attention, à tel point qu'ils ne regardent plus leur bébé, donc les infirmières d'ailleurs leur soulignent, comme une sorte de lutte contre le vide psychique. Mais c'est difficile aussi, j'imagine, parce qu'on voit les soignants qui s'occupent du bébé et puis finalement on ne sait pas trop quoi faire. Il y a une préoccupation qui est un petit peu différente pour les parents? Oui. On peut penser qu'effectivement la préoccupation médicale primaire vient prendre le pas sur la préoccupation maternelle primaire qui normalement survient chez la femme, qui prend soin de son bébé, qui lui assure la sécurité interne. Là, les médecins sont au premier plan puisqu'il y a un danger vital pour le bébé. Donc c'est eux qui assurent tous les soins au bébé. Donc c'est ça qui crée en fait un lien une parentalité un peu fragile. C'est difficile oui. pour les parents. Pourquoi? Parce qu'ils, comme vous disiez, donner la vie et protéger, c'est être parent. Voilà, c'est ça. La fonction parentale qui est exactement cela, donner la vie, la protéger, ils ne peuvent pas du tout la remplir. À ce moment-là, c'est le corps soignant qui prend leur place
mais à juste titre, c'est bien normal puisque l'enfant est en danger vital. Et donc ils se sentent impuissants, voire inutiles. Et le bébé aussi, quand il est vraiment très, très, très petit comme ça, j'imagine qu'il n'y a pas d'interaction, c'est pas la même chose. Est-ce que ça Oui. aussi, ça explique le fait que Bien c'est sûr. difficile? L'immaturité physiologique du bébé joue énormément puisqu'il est moins actif, moins alerte dans l'interaction. Donc on le voit bien du côté des parents, très angoissés, et du côté du bébé, qui est très immature au niveau physiologique. L'interaction a du mal à se créer. La spirale transactionnelle décrite par Martine Lamour a beaucoup de mal à se créer. Maintenant, je vous propose qu'on se penche plus précisément sur le vécu de la mère de l'enfant prématuré, parce que c'est elle qui a porté l'enfant. On va écouter Marie. Se dit j'ai pas été à la hauteur de cette grossesse, j'ai pas réussi à les garder suffisamment longtemps dans mon ventre, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Il y a eu des moments de culpabilité, mais j'ai été pragmatique et je me suis dit maintenant ils sont là en fait, donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas se lamenter sur notre sort, on peut pas agir sur le passé, c'est comme ça, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On met tout en œuvre pour que le futur se passe bien. La culpabilité, c'est un sentiment majeur chez les mères d'enfants prématurés. Oui, tout à fait. Les mères éprouvent énormément de culpabilité d'avoir accouché si prématurément. Elles sont remplies de honte. Elles ont du mal à annoncer cette naissance autour d'elles. Et véritablement, elles se mettent à la place de leur bébé, donc elles culpabilisent aussi de lui faire subir tous ses soins. Et c'est vraiment difficile pour elles. Et elles sont dans la culpabilité parce qu'elles n'ont pas pu donner la vie, entre guillemets, normalement ou pas à terme. C'est ça. Qu'est-ce qui les Oui, les elles embête, se c'est ça? sentent honteuses parce qu'elles n'ont pas pu remplir cette dette de vie. Donner à leur tour la vie au terme normal, comme éventuellement leur mère ou comme leurs amis, comme des personnes de leur famille. Elles se sentent très insuffisantes. Et les autres sentiments qui les habitent, c'est quoi à ce moment-là? Elles ressentent beaucoup d'angoisse aussi. Et quelle est la place justement du père à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il peut apporter, du soutien? Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Les pères se sentent bien évidemment impuissants, sont inquiets pour leur femme, pour l'hospitalisation de leur bébé, mais aussi on voit qu'ils sont très complémentaires, père et mère. Ils semblent, les dernières études le montrent, sortir plutôt du traumatisme de la naissance prématurée, pouvoir adopter une position active, et en tout cas, ils sont clairement, quand ils sont très présents, un partenaire de la santé psychique de la mère. Donc ça, c'est quelque chose que les équipes aussi peuvent intégrer, c'est-à-dire d'intégrer le papa pour pouvoir soutenir la mère. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Les pères sont tout à fait encouragés à rentrer dans le service. On leur accorde une place importante également, parce que grâce à leur présence active auprès du bébé et auprès de la mère, ils dégagent aussi la mère de son sentiment de culpabilité. Et est-ce que parfois c'est pas compliqué pour les papas parce que peut-être qu'à tort on pense qu'il faut qu'un homme ça tienne coûte que coûte. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez avec les papas? Souvent les pères se confient peu lors de nos entretiens. Ils ont le sentiment qu'il faut tenir et pour pas que la diade mère-bébé ne s'écroule. Et donc ils verront après finalement. Et ça, vous conseillez au papa de parler avec la femme, de se confier un petit peu plus, ou vous laissez faire comme... Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que les pères sont beaucoup soutenus par leur famille ou par leurs amis. Ils ont un lieu où ils peuvent exprimer leurs émotions, ce qui est très important pour eux. Ça ne se fait pas forcément dans le service. Au fur et à mesure du temps qui passe, les sentiments éprouvés par les parents dont on vient de parler et le lien parent-enfant semblent évoluer. On va écouter à nouveau Marie et Maxime. Rapidement, vous changez votre enfant, vous lui nettoyez les yeux. Vous êtes acteur comme vous l'êtes chez vous avec un enfant né à terme. Et donc c'est comme ça qu'on construit la relation avec son enfant.
On est mis dans l'action. Et ils nous disent, bon, il est petit certes, mais il n'est pas fragile, vous allez apprendre les gestes et c'est vous qui allez vous en occuper. Et on sait qu'on va finalement pouvoir créer un lien de manière différente, mais ce lien n'en sera pas moins solide. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne Cautry? Participer aux soins, c'est une manière de construire le lien? Oui, c'est très important. Il faut que véritablement la mère trouve une place auprès de son bébé, qui n'est pas évidente au début. Et donc, c'est une influence majeure, le corps médical, paramédical, parce qu'ils vont montrer à la mère comment faire les soins, comment s'occuper de son bébé. Et donc, au début, les infirmières vont jouer le rôle de tiers pesant au sens de poids. C'est elles plutôt qui vont montrer comment faire. Et puis, ça va s'amenuiser au fil du temps pour devenir un tiers plus léger. Et les parents vont prendre confiance en leur capacité. Et ça leur permet aussi peut-être de s'approprier, en faisant les soins, d'assumer la fonction parentale, c'est ça? C'est de devenir vraiment, en protégeant leur enfant finalement? C'est ça, parce qu'on observe un premier mouvement où la fonction médicale est au premier plan. La fonction parentale, certes, existe, mais elle est au second plan parce que c'est l'urgence vitale. Et puis une fois que le danger vital est écarté, elle peut venir s'installer, cette fonction parentale. Finalement, le bébé n'est plus seulement vu à travers sa pathologie, mais véritablement comme un être humain. Et à ce moment-là, les parents vont pouvoir s'investir auprès de lui et prendre confiance. Pourquoi dans cette période critique pour la vie du bébé, on l'a dit, il y a beaucoup de soins techniques réalisés par les soignants, l'implication des parents est-elle extrêmement importante? Parce que les parents ont un impact reconnu sur le devenir développemental, affectif de leur enfant. Ils sont véritablement considérés dans le service comme des partenaires de soins, des co-régulateurs de la santé de leur enfant. Et qu'est-ce qui peut être proposé justement pour que ce lien se crée de plus en plus entre parents et enfants? Alors le pot à pot est très très important parce qu'il y a un aspect physique, de rencontre physique avec leur bébé, et il est proposé dès que l'état de santé de l'enfant le permet. Au sujet du pot à pot, je vous propose d'écouter Maxime et Marie, pour qui l'expérience a été très importante dans l'établissement du lien parent-enfant. J'ai pu les prendre dans les bras à peu près 3-4 jours après leur naissance. Quand je les ai eus dans les bras, donc l'un après l'autre, là, on sent vraiment un instinct, c'est viscéral, animal, où on a cette petite chose qui est une mini-chose sur soi. Et ça a été à ce moment-là que je me suis vraiment sentie pour la première fois maman de mes petits garçons. Le pot à pot, ou le pot à t-shirt pour l'homme, où on sent son enfant, on sent sa chaleur, on sent son odeur, on peut se faire des caresses. Là, je pense qu'on rentre dans la pleine dimension de la paternité telle qu'on l'imaginait, et là, ça devient beaucoup plus fusionnel. Ce sentiment qu'ont éprouvé Maxime et Marie pendant le pot à pot, c'est partagé par beaucoup de parents aussi? Oui, c'est très important ce pot à pot parce que d'une part, ça permet de sortir de ces sentiments d'inquiétante étrangeté dont je parlais au début. D'autre part, il y a bien une reconnaissance mutuelle entre la mère et l'enfant, entre le père et l'enfant. Il est également prouvé que le pot à pot a un effet apaisant sur l'enfant, un effet apaisant sur la mère aussi, qu'il y a une diminution des indicateurs de stress. Plus tard, il y a même une diminution de la dépression maternelle grâce à cette pratique. Et sur la durée d'hospitalisation aussi, est-ce que ça peut avoir Oui, tout à fait. Et on observe une réduction de la durée d'hospitalisation lorsque des pots à pot sont faits très, très, très régulièrement. Et quand on sent, comme ils l'ont expliqué, maman et papa, quand on parle vraiment d'un sentiment viscéral d'être papa et maman, ça aussi, ça aide après à faire les soins, à continuer à créer le lien avec son bébé? Oui, parce qu'il y a une reconnaissance physique. Ceci sort l'enfant de son image d'enfant malade, très pathologique, mais finalement ça devient un petit être humain dont il faut s'occuper, il faut soigner, ils se sentent vraiment investis dans cette fonction parentale. On va passer aux questions des internautes maintenant.
quelques personnes qui vous ont posé des questions. Selon vos dires et le choc émotionnel parental, le suivi psychologique pour chaque parent dès la naissance de leur enfant prématuré est-il systématisé? Oui, dans le service, nous nous présentons systématiquement aux parents. Et ensuite, ils se saisissent ou non de cet espace de parole. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, une proposition leur est faite, un petit peu banalisée. C'est-à-dire que nous entrons dans la chambre et nous leur proposons un entretien, s'ils le souhaitent, et ensuite, nous voyons comment nous sommes accueillis. Et ensuite, s'ils ont besoin, enfin s'ils ont envie de continuer ce suivi, ils peuvent prendre rendez-vous avec vous ou vous retournez de temps en temps dans le service? Ils peuvent prendre rendez-vous avec nous, mais aussi, quand ils sont présents auprès de leur enfant, nous pouvons passer, prendre de leurs nouvelles et s'asseoir pour un long moment, pour un court moment, comme ils le souhaitent. On va prendre une deuxième question. Parfois, les parents, dans leur spirale d'inquiétude et d'angoisse, se montrent très agressifs envers l'équipe soignante, surtout si les bébés ne vont pas bien. Comment pouvoir les soulager et les aider, et surtout comment protéger les équipes soignantes, médecins et équipes paramédicales? Alors ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, effectivement, nous sommes souvent interpellés par les équipes soignantes par rapport à certaines familles dites difficiles. Et on essaye justement de leur faire comprendre aux équipes soignantes que ce n'est qu'un déplacement de l'agressivité, que finalement cette agressivité est destinée au bébé qui est si insatisfaisant au niveau narcissique. C'est impossible d'être agressif vis-à-vis de son bébé, donc c'est déplacé sur l'équipe soignante qui ne sait pas faire. Et du coup, vous êtes, en tant que psychologue, aussi là pour les équipes dans le service? Oui. J'imagine que ce n'est pas facile tous les jours. Non, mais on essaye de décrypter justement ces comportements parentaux pour pas qu'ils soient pris personnellement, pour que les équipes soignantes prennent un petit peu de recul par rapport à ces manifestations d'agressivité qui sont objectivement difficiles à supporter parce que les équipes sont très impliquées auprès des bébés hospitalisés. On a une autre question. Comment, parce que souvent on peut avoir d'autres enfants avant, comment on peut parler de cette naissance prématurée à la fratrie? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut présenter quand même l'enfant, si c'est possible, aux frères et sœurs? Comment ça se passe? Alors, la fratrie, bien évidemment, est prise dans la bourrasque aussi. Elle voit rentrer les parents le soir après une journée à l'hôpital, complètement défaites, inquiètes, en pleurs. Donc ils sont pris dans cette bourrasque aussi. Il ne s'agit pas de leur mentir sur l'état de leur frère ou de leur sœur hospitalisés. Donc il faut leur annoncer cette naissance. Il faut leur dire l'inquiétude parentale. C'est important également de ménager du temps pour ces enfants aînés, pour pas qu'ils soient complètement oubliés, parce qu'ils pourraient très bien mal le vivre. Et il est important aussi de leur dire que ce n'est pas de leur faute, puisqu'il peut y avoir des désirs de mort inconscient vis-à-vis de ce petit frère ou de cette petite sœur qui prend toute l'attention parentale. Nous organisons des visites de la fratrie dans le service, avec un entretien préalable, pour que l'enfant puisse nous dire quelque chose de son vécu, de cette naissance prématurée. Et puis ensuite, il vient visiter son petit frère ou sa petite sœur, tout harnaché avec tout l'équipement nécessaire. Et c'est un moment assez magique de réunion familiale autour de ce bébé hospitalisé, qui dure peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure, mais qui suffit pour que cette naissance ne soit pas abstraite, mais bien concrète. Et qu'ensuite, ils puissent en parler en famille, en tout cas que ce soit inscrit dans l'histoire de la famille. Et c'est ça qui est compliqué parce que quand on a dit au grand frère ou à la grande sœur, on va revenir avec le bébé et que là finalement il ne le voit pas, ça doit être compliqué pour lui de se représenter, lui aussi, cette naissance. Et qu'est-ce qu'on peut dire à des parents qui ne sont pas assez présents auprès de leur enfant pour qu'ils soient davantage là sans les faire culpabiliser? Alors, on leur dit qu'ils sont partenaires, c'est-à-dire que nous avons besoin d'eux aussi parce qu'ils apportent la dimension affective. Les soignants apportent le soin, eux sont les seuls à pouvoir apporter cette dimension affective, cet attachement, cette présence, parler au bébé. Et puis on leur dit également que le bébé reconnaît leur voix, reconnaît leur odeur.
Donc finalement, ils se sentent utiles quelque part. Et c'est comme ça qu'on peut les faire venir plus souvent auprès de leur bébé. On a une dernière question. Comment aborder une seconde grossesse sans projeter sur la future grossesse cette peur de revivre un accouchement et une naissance prématurée? Alors ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, moi, je conseillerais de se faire accompagner lors de cette deuxième grossesse pour justement bien différencier les deux événements et que ça ne vienne pas faire collusion l'un avec l'autre. Pour qu'il y ait tout un travail, en fait, autour de la première naissance, autour de cette seconde grossesse, un travail sur les inquiétudes, les préoccupations, pour que ce soit abordé de manière sereine, le plus possible. Merci beaucoup, Fabienne Cottery, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous.